Est-ce que vous vouliez rajouter? Oui, c'est sûr, je peux rajouter juste quelques éléments au sens que la question de, justement, je mentionnais tantôt les territoires de connaissance en lien, parler de ma paroisse au niveau des parcs nationaux, c'est sûr que ça a beaucoup, beaucoup évolué par rapport aux perturbations parce que le rôle du feu, le rôle justement des bouleversements, ça fait pas si longtemps que ça qu'on le sait que ça fait partie des cycles naturels. Ça a pris beaucoup de temps aussi aux gestionnaires des parcs de s'adapter. Le feu, si vous souvenez peut-être là, de l'espèce de... C'est quoi? C'est l'ours là, dans les parcs nationaux américains avec toujours le message là, pour, attention, le feu, le feu, le feu. Puis alors aujourd'hui, il y a des parcs nationaux dans l'Ouest canadien, l'Ouest américain, ils font même des brûlis dirigés. C'est d'autres questions, là. C'est ce que c'est. Mais cette notion-là, moi, je la trouve aussi très intéressante parce que pendant longtemps, les parcs nationaux se sont fait accuser d'être encore aujourd'hui, mais d'être des cloches de verre. C'est-à-dire, on fait rien, on touche pas. C'est même au niveau paysager aussi, là, il y a un rapport très statique à des paysages qui sont devenus très iconiques. Alors que je pense qu'il n'y a plus personne aujourd'hui dans les parcs qui pense que la nature est fixe. Là. Je veux dire, tout le monde comprend très bien que c'est, comme le disait bien M. Payette, simplement un ensemble, une succession de perturbations, parfois cycliques, parfois non cycliques, puis que là, on essaie de regarder ça en intervenant le moins possible, au lieu de prendre, par exemple, la part de dire, bon, on va faire de la foresterie pour, disons, prévenir ça ou corriger ça. L'idée, c'est plutôt on essaie de moins intervenir et parfois intervenir. Puis là, ça devient tout un débat, à savoir laquelle de ces interventions est la bonne. Donc voilà, par rapport aux perturbations, c'est... Mais j'avais une question, M. Payette. Oui. Tantôt, j'ai entendu dire, vous trouviez ça beau, les perturbations? Oui, la beauté, c'est relatif, premièrement. Moi, je suis comme ça, je ne sais pas pourquoi. J'aime tout. Ah ouais. Donc, j'aime les belles femmes. Puis, les perturbations. Je regarde, par exemple, je travaille dans le parc des Grands Jardins, dans Charlevoix. Je travaille là depuis longtemps, même je travaille dans le Nord. Puis, dans le parc des Grands Jardins, c'est un parc où il y a beaucoup de feux de forêt. C'était les gens du gouvernement qui m'avaient téléphoné quand il y a eu un feu en 1991. Il y a eu 2 feux en 1991, puis là, c'était décourageant parce que c'est un élément paysagique hostile. Hein? Les gens n'iront pas voir un brûlis, là, c'est tout noir et tout ça. Et moi, j'avais trouvé ça beau. C'est relatif au point de vue scientifique. Mais il y avait pour l'occasion, le feu avait brûlé de certains endroits, puis avait épargné d'autres endroits, puis ça faisait une mosaïque de vert puis de noir qui, en milieu ensoleillé, faisait très, très beau. Je leur disais, écoutez, c'est sûr que si vous êtes dans pleine forêt, je travaillais là la première année, j'étais tout noir quand je sortais de la forêt. Je travaillais sur les arbres qui étaient brûlés, puis tout ça. C'est sûr que ça, c'est hostile. Puis, il n'y a pas grand monde qui va aller là. Puis, s'il fait ça là, il fait très chaud. OK? C'est clair que c'est un endroit où il ne faut pas aller. C'est comme une fournaise. Mais le paysage était, ma foi, peut-être intéressant pour certaines personnes. Mais la clientèle qui va dans ce parc-là, c'est une clientèle écotouristique. C'est des gens qui ont déjà des notions plus d'écologie puis tout ça. Bon, c'est pas péjoratif, là, parce que l'autre parc dans Charlevoix, c'est le parc des Hautes-Gorges, qui est un parc iconique, comme Antoine disait. C'est très beau, des falaises extraordinaires. Donc, c'est un parc qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et il y a une harmonie, OK, entre la végétation, les couleurs de roche, puis les falaises et tout ça, puis la rivière en bas. Puis quand vous allez, au contraire, dans un parc comme où ça tout a brûlé, bien, c'est pas intéressant. Mais ce qui devient intéressant, c'est là que ça a commencé, c'est que, puis les gens vont trouver ça beau, c'est qu'on explique les phénomènes qui sont là. OK? Et ça, donc, on a fait des études, on voit le retour de la végétation après le feu. Et ça, donc, c'est la vie qui revient, et puis de façon bien ordonnée. Le feu qui se passe là, c'est pareil comme à 100 km plus loin ou 100 ans plus avant. Les mêmes plantes reviennent de la même façon. Quelques années après, les lichens arrivent, 7-8 ans après le feu, après, etc. Vous voyez un peu le truc. Puis si vous montrez ça aux gens, et c'était un peu notre intervention dans le parc à l'époque,
puis s'il y a des panneaux indicateurs qui expliquent tout ça, on va comprendre, puis on va trouver ça beau finalement. OK, il y a la beauté physique et la beauté morale, la beauté cognitive, qu'on comprend quelque chose, on va le trouver. Si on le comprend, on va le trouver beau. Enfin, peut-être pas le mot qui est approprié, mais on va trouver ça intéressant, acceptable, puis on va vouloir revenir à voir ça. Donc, c'est la beauté, elle n'est pas strictement physique, selon nos yeux aussi. Hein. Il y en a qui trouvent des personnes très laides, puis d'autres très, très belles. Donc, c'est très discutable. Puis dans le paysage, bien, c'est sûr que la plupart des gens n'aiment pas des feux. Mais si on agrémente ça de données, de connaissances bien organisées, je pense que donc la beauté revient de cette façon-là. C'est une beauté un peu différente. Tu sais, c'est ce qui... C'est la principale perturbation. Mais en même temps, comment on considère la régénération après ça? C'est intéressant. Bien, si on parle d'exploration, quand on parle d'exploration, Amélie va commencer comme ça, tu as fait raison. Si on regarde donc les explorations, il y a eu les Européens, les pays colonisateurs, c'est pas péjoratif, l'histoire est comme ça. Et puis, surtout les pays européens. Christophe Colomb est arrivé donc en Amérique, mais il y avait du monde avant, donc c'était un explorateur, mais c'était un peu comme je disais, moi, quand je suis arrivé dans la toundra, il y avait des Inuits qui étaient là avant, 4000 ans avant. Mais l'arrivée de l'homme, de façon générale, l'arrivée de l'homme comme l'homme blanc qui est arrivé en Amérique, ça a été une catastrophe. On dira ce qu'on voudra. Parce que, je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais il y a eu une mortalité de masse, OK, des Amérindiens. Et puis, ils étaient plusieurs dizaines, je ne connais pas le chiffre, on me dit que c'est plus que 100 millions dans toutes les Amériques. Et puis, ils sont pratiquement disparus à quelques 1 ou 2 millions dans le temps de Cortés et puis jusqu'au 19e siècle. Les Béotouks de l'île de Terre-Neuve sont disparus, il n'y en a plus. Et maintenant, apparemment, au 21e siècle, on arrive à peu près au même niveau de population qu'il y avait dans les temps précolombiens. Mais c'est une perturbation majeure. Mais quand les mêmes Amérindiens sont arrivés en Amérique, sont arrivés à peu près, les chiffres changent, là, 12 et 14 000 ans, 15 000 ans avant aujourd'hui. Et ça fait l'objet de débats scientifiques. Mais l'arrivée de l'homme dans les Amériques, donc, ça ne fait pas longtemps, c'est récent, ça a contribué à décimer ce qu'on appelle la mégafaune, les gros animaux. Les animaux qui font plus que 5 kilos. OK, regardez les gros animaux sur la planète. C'est quoi? Les terrestres. C'est l'éléphant. OK, il y a 2 espèces à peu près, les chameaux. Mais c'est les plus gros. Mais avant ça, il y en avait des très, très gros. Notre planète était totalement différente, là, à peu près, dans le temps des déglaciations, là. En termes animaux. On avait une diversité animale extrêmement grande. On a eu une chute de la diversité et ça semble se confirmer de plus en plus. C'est l'homme qui est à l'origine de cette dépaupérisation de la biodiversité. Puis quand on a eu les explorations de James Cook et tous les autres, on a envahi maintenant tous les océans. Puis là, on a eu une chute à partir du 16e, 17e siècle, surtout 17e et 18e siècle, une chute donc de la diversité chez les plantes, entre autres. Surtout sur les îles. Hein, les explorateurs ont été sur les îles du Pacifique et tout ça. Et les animaux, plusieurs espèces sont disparues, puis les plantes, plusieurs espèces de plantes qui étaient uniques à ces îles-là. Donc, l'arrivée de l'homme a été un élément dévastateur. Je ne veux pas être négatif, mais il faut être réaliste aussi là-dessus. Et c'est pratiquement... c'est difficile à contrer. Parce qu'on est tellement nombreux maintenant, on va être 9 milliards en 2050, c'est ça? On est 7 milliards, qu'est-ce que vous voulez, là? Tous les milieux de forte biodiversité sont dans les régions qui sont les plus habitées, dans les tropiques et tout ça. Donc, on est dans une condition extrêmement difficile, donc à l'heure actuelle, et on s'en va. Moi, par ailleurs, je dois dire, que ça surprend souvent beaucoup des gens. On parle du plan Nord du Québec, le gouvernement du Québec. Bon, le nouveau gouvernement veut aller plus loin, donc avec votre ancien député de la région. Dans le plan Nord, ça se passe à Sherbrooke, ça s'est cogité dans Sherbrooke. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Mais quand Hydro-Québec, avec le gouvernement de M. Bourassa,
donc lancer le projet hydroélectrique. Tout le monde a crié au loup, puis tout ça, puis déchirer leur chemise, c'est pas correct. Allez-y maintenant. C'est sûr que le milieu a été dérangé. Il y a eu des inondations, il y a des barrages, puis il y a de l'électricité. Si on n'avait pas ça, on aurait des problèmes actuellement. Mais allez-y. C'est remarquable quand même. Moi, je trouve Hydro-Québec, chapeau. Ce que Hydro-Québec a fait dans notre collectivité a été très, très, très bien. Et puis, il y a la dégradation de ces milieux-là, mais le milieu à côté, le milieu terrestre, est très bien conservé. Puis je vous promets, si vous êtes en auto, vous arrêtez. Hein, vous pouvez vous rendre jusqu'à Radisson. Vous sortez de votre véhicule, vous rentrez peut-être même pas 10, 20 mètres dans la forêt. Mais vous êtes complètement perdu. C'est sauvage. Puis il n'y a pas de cochonnerie qui traîne au sol et tout ça. C'est un milieu intact. Fait que le plan Nord, ça peut être une bonne chose aussi. L'homme blanc qui fait les gens, le développement se fait comme ça. Mais s'il est fait de façon harmonieuse, ça pourra aller. C'est sûr que là, on est d'accord avec les minières. Il peut y avoir de l'exploitation outrée, mais le développement avec l'homme, ça peut être très, très bien. Et puis, je pense que les gens dans nos sociétés sont de plus en plus conscients comme ça. Je pense qu'au niveau international, je pense que l'action de l'homme sera de plus en plus contrôlée, bien encadrée. Et puis, on devrait aboutir à des projets concrets qui ne devraient pas dégrader le milieu. Mais c'est sûr qu'historiquement, donc, la perturbation par excellence, elle est récente, c'est celle de l'homme, évidemment. Depuis, écoutez, il y a 30 000 ans, là, quand le Cro-Magnon et tout ça, et les Néandertaliens sont rencontrés, il y a eu donc la même chose, c'est la faune qui a mangé le coup en Europe, puis une partie de la Sibérie. C'est la même chose qui s'est passée quand les Amérindiens sont arrivés en Amérique du Nord. Donc, il y a eu une chute de diversité biologique à cause de ça, parce qu'il fallait qu'ils s'alimentent et tout ça. Parce que les mammouths qui vivaient, là, ils ne pouvaient pas en avoir 50 000 mammouths. Prenez les éléphants. Je ne sais plus comment dire. L'éléphant, quand ça mange, là, ça va manger la grandeur d'ici pendant une journée. Imaginez-vous, s'il y en a 5 000, il va tout détruire. En tout cas, je ne peux pas aller plus loin, mais il y a des choses intéressantes là-dedans. Là. Ça n'a pas de bon sens. Il y avait tellement des animaux à cette époque-là là, que le paysage était différent. Prenez, donc, au sud du glacier, vous à peu près, je vais terminer avec ça, vous à peu près 20 000 ans, là. Les hommes, un petit peu, les hommes arrivaient après, mais il y avait donc des gros mammifères. Même donc, on a trouvé des dents de mastodonte. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ça ressemble à un mammouth. C'est une sorte de mammouth de forêt. Il est moins gros, fait qu'il peut passer entre les arbres, là. Parce que le mammouth, lui, est en toundra, il est en milieu ouvert. Puis, tous les travaux historiques qui reconstituent les environnements trouvent, quand ça date de cette période de 20 000 ans, pendant la glaciation, ils trouvent des spores dans les dépôts de lacs, des spores de champignons. Puis, c'est un champignon qui est spécialisé c'est un champignon coprophile. Il vit sur les tas de merde. Mais pour qu'on trouve ça dans les carottes sédimentaires, il y avait de la merde partout. C'est pas une blague. Moi, j'ai découvert ça fait quelques années. Mais c'est vrai. Les travaux le montrent. La végétation était totalement différente parce qu'il y avait des animaux qui mangeaient. Fait que la végétation était adaptée à se revenir vite parce qu'ils faisaient bouffer. Là, donc, des plantes adaptées à ce milieu-là. Et que donc, il y avait des gros animaux qui couvraient tout le continent de cette façon-là. Fait que c'est pour vous dire, et maintenant, il n'y en a plus de... Il y en a un petit peu, je pense, et j'ai dit à des collègues de travailler, c'est à l'île d'Anticosti. Vous allez à l'île d'Anticosti, il y a de la merde un petit peu partout à l'île d'Anticosti parce qu'il y a beaucoup de chevreuils. Puis vous allez à l'île d'Anticosti, puis vous avez toujours, comme les Australiens, là, il y a toujours une mouche domestique qui est devant vous. C'est le salut australien, ça. Puis, il y en a tellement. Fait que moi, j'ai dit, bien, écoutez, probablement que c'est dû parce qu'il y a beaucoup de merde. Vous allez dans une ferme bien étable, puis tout ça à côté, vous promenez, c'est plein de mouches. C'est pareil. Fait que l'Amérique du Nord était plein. Il devait y avoir de la mouche. La mouche domestique. Fait que c'est ça. Perturbation majeure. Fait que les êtres humains, par la surchasse, ont enlevé les mouches. Les Amérindiens, quand ils ont conquis des nouveaux territoires, dans le fond, il n'y avait pas l'espèce d'aura, de Non. vivre avec la nature comme on a l'habitude aujourd'hui. Non, je ne pense pas que ça... Oui, c'est resté, ça devient... C'est un vieux refrain du 19e siècle des Américains. Là. Et puis, c'est correct, là.
Ça ne les a pas aidés parce que les Américains ont pratiquement éliminé, vous savez, les populations amérindiennes aux États-Unis ont diminué considérablement, ce qui n'a pas été le cas au Canada de façon générale. Mais non, je pense qu'on vit avec la nature. Ça dépend où exactement. Dans les régions où les peuples sont devenus des agriculteurs, prenez les Iroquois, par exemple. Les Iroquois est un peuple prolifique, des agriculteurs autour des Grands Lacs, jusque dans la vallée du Saint-Laurent, jusqu'à Québec. Et puis, ils cultivaient le maïs et tout ça, donc s'entretenaient. Donc, c'était certainement des gens qui n'ont pas détruit l'environnement. C'est des chasseurs-cueilleurs de l'époque qui n'avaient pas le choix. Donc, des sociétés qui n'étaient pas organisées encore, c'était des nomades. Hein, les gens, ils se déplaçaient. Écoutez, pour partir de l'Alaska, là, de droit de Bering, pour se rendre jusqu'à la Terre de Feu, là, à la Terre de Feu, apparemment qu'il y en avait. Il y en a des Indiens là, qui étaient là. Darwin les avait vus. Et ils vivaient nus et tout ça. Puis ils sont arrivés là, ça fait au moins 10 000 ans. Fait qu'il fallait marcher. C'est loin, là. C'est des milliers de kilomètres. Donc, donc, il y a eu une avancée comme un front humain qui s'avançait de cette façon-là. Puis, c'était une population sûrement développée. Il y avait tellement de gibier, j'imagine que les populations étaient croissantes. Il y avait un taux démographique élevé, donc de naissance, de fécondité et tout ça. Là. Fait que la donne était totalement différente à ce moment-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu des lignées différentes, là, ça date d'assez longtemps, là, mais qui sont essamées. Là. Évidemment, à partir de l'Afrique, il y en a qui sont essamées vers le nord-ouest de l'Europe, puis d'autres vers l'est, vers l'Asie, puis d'autres vers la Sibérie.